Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin pour répondre à mes questions. On va évidemment revenir sur le drame de Philippines, la question des défaillances de l'État. Vous êtes président et fondateur du groupe Union des droites pour la République à l'Assemblée nationale, député des Alpes-Maritimes. Vous avez récemment démissionné de la présidence des Républicains. Vous réalisez que vous pourriez être ministre là quand même. Pour faire quoi ? Est-ce que l'objectif, c'est d'être ministre pour flatter un ego ou d'être ministre pour redresser le pays ? Est-ce qu'objectivement, ceux qui sont dans ce gouvernement qui, en quelques jours, a démontré quand même ses contradictions, et ces contradictions, elles sont structurelles, c'est un gouvernement macroniste avec un peu de LR, pour faire quoi ? La réalité, c'est est-ce qu'on peut demain rétablir avec ce gouvernement l'ordre dans la rue, l'ordre dans les comptes, je crois pas. Donc je n'ai aucun regret pour répondre à votre question. Je comprends bien que vous vous consoliez, mais j'imagine quand même qu'à un moment... Ce n'est pas une consolation. Je ne donne aucun avenir à ce gouvernement, qui est un gouvernement qui, dès le départ, est parti sur de mauvaises bases. Moi, je souhaite que le pays réussisse, mais nous voyons bien que ce gouvernement, ce n'est uniquement celui de M. Macron. C'est pas le gouvernement de Michel Barnier. Les ministres ont été choisis. C'est celui de Marine Le Pen. Les ministres, ce n'est ni celui de Marine Le Pen, ni celui de Michel Barnier. C'est celui d'Emmanuel Macron. C'est lui qui a choisi, jusqu'au directeur de cabinet du Premier ministre, c'est lui qui a choisi les ministres. Regardez tout le pôle économique et social. Il n'y a que des macronistes. À Bercy, sur les sujets qui ont trait aux impôts, au pouvoir d'achat, ce ne sont que des macronistes. On voit la passation de pouvoir entre M. Armand, qui a bien commencé, on l'a vu avec ses déclarations outrancières, qui salue le bilan de M. Le Maire, qui dit « je prends un bilan extraordinaire ». Comment voulez-vous, avec ces options, que l'on redresse l'état budgétaire, l'état économique du pays, qui est en quasi-faillite ? Plus de dettes, plus de déficit, plus d'impôts. Et on a un ministre qui dit ce qu'a fait M. Macron, ce qu'a fait M. Le Maire est formidable. Éric Ciotti, quand même, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. C'est-à-dire que là, vous ne voyez que l'aspect dans la main d'Emmanuel Macron, mais il y a aussi dans la main de Marine Le Pen. Vous parliez à l'instant des premières déclarations du tout nouveau ministre de l'économie, qui effectivement a commencé par dire qu'il allait parler avec tout le monde sauf le RN. La réalité, c'est que Marine Le Pen a tapé du poing sur la table, que Michel Barnier a appelé Marine Le Pen pour faire amende honorable, et qu'il a recadré le ministre. Et le dernier acte, ça a été que le ministre lui-même a dit « je me suis trompé, j'écouterai le RN ». Qui dirige dans ces cas-là ? Qui tire les ficelles ? C'est la logique. C'est la logique qu'on respecte 11 millions de Français qui ont voté pour notre coalition. Celle de l'Union des droites que je dirige, celle du Rassemblement national, c'est la logique qu'il y ait ce respect, qu'il n'y ait pas ce mépris. Vous savez, c'est bien ce que je suis en train de dire. Ces élections, d'accord. L'Union des droites, elle est faite là. Ces élections législatives, ça a été un gigantesque hold-up démocratique. Certains se sont mis d'accord en appelant, certains de ma famille politique ont appelé à voter LFI. Comme M. Bertrand. C'est une abomination quand même. Il y a des candidats LFI insoumis, ceux de M. Mélenchon, qui se sont retirés pour les Républicains. Donc cette coalition des contraires, comment pouvez-vous imaginer qu'elle redresse le pays ? Nous avons fait une coalition cohérente autour de valeurs d'autorité, d'identité, de liberté, autour de la volonté de redonner du pouvoir d'achat aux Français. Il y a une cohérence. Ce sont les autres qui ne sont pas cohérents, parce que comment voulez-vous qu'on gouverne ? Quand vous écoutez Bruno Retailleau, la coalition qui n'a... Est-ce que vous ne vous dites pas, au fond, il tient les mêmes discours que nous ? Bien sûr qu'il tient les mêmes discours. Nous avons porté... Il a toujours refusé de s'associer avec le RN, contrairement à vous. Nous avons porté... Mais sur le fond. Je pense qu'il a eu des interrogations, mais c'est à lui de le dire. C'est-à-dire quoi, il a eu des interrogations ? Vous en avez parlé avec lui ? C'est à lui de le dire. Mais en tout cas, d'autres ont eu des interrogations. Ce que je veux dire, c'est qu'avec Bruno Retailleau, auquel je souhaite de réussir, bien entendu, pour le bien du pays, nous avons porté les mêmes textes. C'est pas il y a 10 ans, c'est l'année dernière, en début d'année, sur la loi immigration. Mais comment voulez-vous que Bruno Retailleau mette en place ces textes alors qu'il va trouver dans le même gouvernement que lui l'opposition, notamment de M. Migaud. Ça a commencé ministre de la Justice. Dès les premières heures. M. Macron
a installé, c'est quelque part un peu pathologique chez lui, le en même temps. Un ministre de droite à l'intérieur, un ministre de gauche, socialiste, à la justice. Tout ça va conduire à quoi? À l'immobilisme et à l'impuissance. Or, on sait bien, et malheureusement, le drame, la tragédie de l'assassinat de Philippine le démontre, qu'aujourd'hui, les principales failles, en tout cas les principales voies d'amélioration pour restaurer l'ordre, la justice dans notre pays sont dans le domaine judiciaire, sont dans la réponse pénale. Ce que vous voulez dire, c'est que Bruno Retailleau aura beau avoir des volontés communes avec les vôtres, il ne pourra pas avancer tant que Didier Migaud sera le ministre de la Justice. Je lui dis chiche, voilà, qu'il défende les mêmes textes que nous avons défendus ensemble. La réforme constitutionnelle sur l'immigration, pour mettre en place des quotas migratoires, pour que les prestations sociales ne soient pas versées dès les premiers jours, pour que l'hébergement d'urgence qui coûte aujourd'hui 2 milliards d'euros à notre pays, qui est embolisé par les 3/4 d'étrangers en situation régulière. Vous parlez des points qui ont été rejetés par le Conseil constitutionnel dans la loi immigration. Mais on peut faire une réforme constitutionnelle. On peut faire une réforme constitutionnelle. Nos groupes la voteront. Ceux du Rassemblement national, ceux de l'UDR. Si M. Retailleau veut porter cette réforme, nous la voterons. Il y a des blocages. On va y revenir. Comme moi, il les a constatés. Eh bien, allons-y, levons-les. Nous les voterons, c'est ce que vous dites. Bien sûr. Dans ce cas-là, toutes les mesures qui vont dans le bon sens, nous les voterons. Je prends ces exemples. On a porté ensemble la fin des subventions aux associations de migrants. Vous savez, ça coûte 1 milliard d'euros. Je vais évoquer l'hébergement d'urgence. L'hébergement d'urgence en Île-de-France, chaque nuit, vous allez les mettre 50 000 lits. Vous allez les mettre où? Il faut les expulser. Donc vous préférez les laisser dehors? Il faut les expulser. Il y a plusieurs centaines de milliers d'OQTF inexécutés dans notre pays. On va y revenir parce qu'évidemment, le drame de Philippine, il traverse tout cela. Mais je reviens quand même sur un mot que vous avez prononcé. Vous avez dit avec une petite pointe d'ironie, il y a réfléchi. Est-ce que vous pouvez quand même nous en dire plus? Vous ne pouvez pas ouvrir cette porte sans rien dire. Est-ce que ça veut dire qu'au moment où il y a eu des hésitations, où vous-même vous avez fait le choix finalement de vous associer avec le RN, vous en aviez parlé avec Bruno Retailleau et qu'il a failli venir avec vous? Je n'en ai pas parlé avec lui. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis qu'il y a ne laissez pas ce flou, au moins dites les choses clairement. Il y a eu cette hésitation chez beaucoup de mes amis ou quelquefois de mes anciens amis, compte tenu de ce qu'ils ont dit après. Moi, je prenais... Aujourd'hui, la droite pourrait gouverner le pays. Bruno Retailleau n'a pas envisagé de venir avec vous? Non, absolument pas. Jamais. C'est pour ça que je ne me satisfais pas de cette situation, parce qu'il pourrait y avoir un ministre de droite comme garde des Sceaux, de la Justice, et un ministre de l'Intérieur c'est marrant parce que quand on vous écoute, droite qui travaillent ensemble. On a l'impression que ce gouvernement n'est pas de droite. Il est de droite quand même, ce gouvernement. Ensemble. Mais non, il n'est pas de droite. C'est un alibi, ce sont des otages. Ce gouvernement, il est macroniste. Il est fait, voulu, manipulé par M. Macron, du début à la fin. Et mes amis, et je les avais prévenus, ils sont allés tête baissée dans ce piège tendu par M. Macron. Il ne pourra, malheureusement, je le redoute parce que... Pas tenir. Il ne pourra rien apporter de bon au pays. Mais tenir tout de même, vous ne voterez pas la censure. Vous n'irez pas jusqu'à voter la censure. Je m'interdis rien. Nous ne la voterons pas mardi prochain. Nous ne voterons pas la censure des insoumis. Nous ne voulons pas le chaos pour le pays. Nous voulons le meilleur. Moi, je souhaite que la France se redresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, dans quelques mois, vous pourriez la voter? Notre pays va mal. Je la voterai s'il y a des mesures qui mettent en péril notre nation et qui portent atteinte aux libertés des Français. Je pense en particulier aux hausses d'impôts. S'il y a des hausses d'impôts qui frappent les ménages, les classes moyennes et qui globalement frappent les entreprises, parce que avoir comme paresse intellectuelle de dire on va régler la situation budgétaire. Vous avez vu les chiffres annoncés hier, ils sont terrifiants. D'ailleurs, il faut qu'on ait la vérité des chiffres. Moi, je réclame un audit de nos finances publiques. Nous l'avions demandé. Michel Barnier lui-même l'a demandé. Il a demandé à avoir plus d'informations. Oui, mais enfin, il faut un audit indépendant qui ouvre les placards où les cadavres sont dissimulés. L'idée d'augmenter les droits de succession par l'équipe Macron. La Cour des comptes commence à l'envisager, notamment la succession sur les entreprises, les plus grosses entreprises. Là aussi, ça serait une folie. On a un impôt sur la mort
qui est sans doute le plus élevé au monde. Les familles, après avoir travaillé toute une vie, avoir payé la TVA, mais Éric Ciotti, l'impôt sur le revenu. L'INSEE dit que 90% des successions sont sans droit de succession. C'est-à-dire qu'elles sont en dessous. Mais c'est faux. Moi, on voit bien qu'il y a des familles moyennes qui sont, notamment dans certaines régions où le prix de l'immobilier est très élevé. Je pense à la mienne, qui se voit privée du patrimoine de toute une vie par l'État, qui vient prélever cet impôt sur la mort. Donc moi, je souhaitais même qu'on le supprime. Il faut en tout cas le baisser. Emmanuel Macron l'avait promis lors de sa campagne de 2022. Promesse non tenue, toucher au pacte Dutreil serait aussi une folie. Le pacte Dutreil, c'est quoi? C'est permettre qu'on ne ferme pas une entreprise quand le chef d'entreprise décède, que ses héritiers puissent reprendre l'entreprise. Mais aujourd'hui, le pacte Dutreil, il n'est pas plafonné. On fermerait des milliers d'entreprises. Ça aurait des conséquences très lourdes en matière d'emploi. Mais ce qu'évoque la Cour des comptes, c'est pas de supprimer le pacte Dutreil pour tout, c'est-à-dire pour les PME, les TPE, mais pour les plus grosses entreprises. Personnellement, j'y suis opposé, que ce soit les petites ou les grandes. L'idée... Et pour moi, je le redis. Et c'est le point sur lequel vous censurerez ce gouvernement, c'est les impôts. On est le pays au monde où les dépenses, les prélèvements, les dépenses publiques sont les plus élevées. Au monde, 58%, et les prélèvements obligatoires, donc les impôts, les taxes, les cotisations sociales, sont les plus élevés au monde. Chaque année, nous gagnons la Coupe du Monde des impôts. Et la seule idée, au lieu de s'attaquer aux dépenses, j'ai évoqué des pistes tout à l'heure, l'hébergement d'urgence, l'immigration, les fraudes de toutes. Ils ont quand même dit, le ministre du Budget hier a dit ce sera notre priorité, ce sera de baisser les dépenses. La fonction publique. En quelques années, on a 13% d'augmentation de la population, 44% par exemple d'augmentation de la fonction publique territoriale. Je ne m'attaque pas aux collectivités, mais je dis il y a une structure notamment qui a explosé, ce sont les intercommunalités. Je vois, moi, dans ma vie... Qui se sont rajoutées alors que d'autres n'ont pas été supprimées. Il y a, je crois, dans la métropole, plus de 10 000 agents. Il n'y en a eu aucun de moins dans les communes, et notamment à Nice. Donc c'est du coup ce qui s'est rajouté aux autres, ça que vous voulez dire. À une augmentation de 25% de la taxe foncière à Nice. Donc ces dépenses, à un moment, il faut les arrêter de tous les niveaux, au niveau de l'État, au niveau de certaines collectivités, et notamment des intercommunalités. Et dans ce temps-là, Éric Ciotti, il y a pourtant des grands dysfonctionnements, notamment dans la transmission des informations, dans les demandes faites de différents services. On le voit avec ce terrible drame de Philippines. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui déclare hier, c'est à nous, responsables publics, de refuser la fatalité et de faire évoluer notre arsenal juridique pour protéger les Français. S'il faut changer les règles, alors changeons-les. Éric Ciotti, à vos yeux, qu'est-ce qui a dysfonctionné? D'abord, il faut peut-être changer les règles. Sûrement, et Bruno Retailleau a raison, mais dans cette affaire, si la loi avait été appliquée, si les juges avaient pris les bonnes décisions, eh bien, ce drame aurait été évité. À quelle décision vous pensez dans les différentes étapes? Du juge de la liberté et de la détention, voilà, qui est une décision d'opportunité, qui malheureusement était tragiquement erronée, puisque la remise en liberté, la veille que le Maroc envoie le laissez-passer consulaire, est une faute. Sauf que Éric Ciotti, il n'avait pas le choix, juridiquement parlant. C'est faux. C'est faux. Il avait totalement le choix. C'est faux. C'est l'appréciation souveraine du juge. Il aurait pu très bien motiver sa décision par le dernier critère de la loi, qui prévoit l'attente des mesures pour l'expulsion. Donc, attendait un laissez-passer consulaire. Il était en cours d'arriver. Donc, la décision... Et heureusement, je vais être très précise là-dessus. Qu'il y a des JLD qui prolongent jusqu'à 90 jours. Très précise là-dessus. Donc là, Éric Ciotti, il y a pour moi, une faute, et beaucoup de juristes. Vous estimez que la faute, elle impute au juge. C'est l'appréciation du magistrat. Il devra en rendre compte. Je pense aujourd'hui que toutes les professions devraient avoir ce rendez-vous de responsabilité. Les policiers, dès qu'ils commettent une erreur, ont ce rendez-vous de responsabilité. Pourquoi il n'y aurait aujourd'hui que cette corporation qui est
totalement irresponsable. Éric Ciotti, on va être très précis. En effet, un juge des libertés et de la détention a validé la sortie du centre de rétention du meurtrier présumé de Philippines. C'était le 3 septembre. Il y a 3 critères selon lesquels un juge des libertés et de la détention peut prolonger, pour la 4e fois en l'occurrence, le séjour dans ce centre de rétention. 1, si l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement. Ça n'était pas le cas en l'occurrence. 2, s'il a présenté une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile. Ça n'était pas le cas en l'occurrence. Et 3, si la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, le fameux laissez-passer. Ce critère aurait pu totalement... Ne pouvait pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je ne suis pas d'accord avec vous. Pour une autre erreur. C'est vous dire combien il y avait une erreur. Vous n'êtes pas magistrate, vous n'êtes pas juriste. Non, mais en termes juridiques. Heureusement, beaucoup de magistrats utilisent ce critère pour aller jusqu'aux 90 jours de rétention. Sauf qu'en l'occurrence, Éric Ciotti, une autre erreur, donc c'est pas pour dire que tout s'est bien passé, il y a une vraie erreur qui a été faite, mais l'erreur a été faite en amont. Vous le savez, on a perdu plus d'1 mois parce qu'on s'est trompé de service pour appeler le Maroc et leur demander le laisser-passer. Sur la demande du laissez-passer consulaire. C'est ce mois perdu qui entraîne également à cela. Le juge, il fait qu'appliquer les règles là. Il a une liberté d'appréciation. Ça s'appelle l'individualisation de la décision judiciaire. C'est pas automatique. La préfecture n'a d'ailleurs pas fait appel de cette décision du juge des libertés et des détentions. Mais il y a un principe constitutionnel, c'est l'individualisation. Donc moi, je conteste cette décision, mais au-delà, qu'est-ce que dit cette affaire ? Cette personne est rentrée sur le territoire national. Elle commet un crime en 2019, quelques jours après son être arrivée. Elle est condamnée en 2021 à 7 ans de prison. 2019 plus 7 ans, ça fait 2026. Donc pour moi, si la peine a un sens, cette personne aurait dû être toujours en prison. Premier point. Elle est libérée. Deuxièmement, il est libéré 2 ans avant par automaticité de remise de peine. Je conteste, je l'ai toujours fait. Et vous pouvez regarder mes amendements à l'Assemblée. Depuis 2009, je conteste cette remise de peine automatique. Moi, quand on est condamné à 1 an de prison, on doit faire 1 an de prison. À 10 ans, on doit faire 10 ans de prison. Autrement, nos concitoyens et les victimes ne comprennent plus rien. Deuxièmement, cette personne aurait pu purger sa peine au Maroc. Là aussi, il faut qu'on négocie avec les pays. Il y a 25% des détenus qui occupent nos places de prison qui sont saturées et qui empêchent une bonne réponse pénale. Il faut qu'on négocie avec les pays. Ils nous envoient des étrangers. Lorsqu'ils commettent un crime, un délit, on leur renvoie. C'est la prison et l'avion. Et à tout le moins, dès le jour de sortie, ça a été fait d'ailleurs, il faut que cette personne soit placée en centre de rétention et qu'elle y reste jusqu'à ce qu'elle soit expulsée. Au fond, que ce ne soit pas un nombre de jours, mais que ce soit en fonction du jour où le laissez-passer, jusqu'à ce qu'un laissez-passer arrive. Il y a des pays, ça peut être ad vitam. Il y a des pays, c'est plusieurs années. En Allemagne, aujourd'hui, c'est 6 mois. Ça nécessitera sans doute une réforme 90 jours. Constitutionnelle. L'Europe permet jusqu'à 18 mois. Pourquoi le JLD doit intervenir 4 fois pour renouveler en 90 jours 4 fois? Mais on perd du temps. Il y a des erreurs de procédure. Il y a des avocats qui exploitent tout ça, qui font libérer. Les taux de remise en liberté depuis les centres de rétention sont énormes aujourd'hui. C'est presque 50%. Selon certaines villes, sortons certains CRA, en fonction de la personnalité du JLD. Tout ça n'est pas normal. Mais au-delà, il faut qu'on reprenne le cours de notre destin. Les Français, très majoritairement, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils ne veulent plus de l'immigration. Et la politique, pour moi, c'est du bon sens. Quand on est étranger, en situation régulière, ou irrégulière a fortiori, qu'on vient dans un pays, qu'on y commet un délit, ou un crime comme un viol, mais on doit en être expulsé par tous les moyens, immédiatement. Même quand on est en situation régulière ? Bien sûr, parce qu'être en situation régulière, c'est-à-dire que vous êtes en sursis, vous êtes régularisé, sauf si. Oui. Si vous allez à l'étranger, si vous allez en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie, que vous commettez un crime, vous croyez que vous allez y rester ? Non. L'ordre est mieux défendu dans ces pays que chez nous. D'ailleurs, j'ai vu cet été au Maroc que les autorités marocaines, qui sont très soucieuses de l'ordre, et elles ont raison, je leur rends hommage. Et d'ailleurs, elles ont bien joué le jeu dans cette affaire. Elles ont envoyé le laissez-passer et je les consulaire. en remercie. Et les autorités marocaines se sont inquiétées
de jeunes issus de l'immigration venant de France qui ont mis le bazar dans leur rue cet été avec des rodéos. Ça veut dire que nous, on a laissé faire, qu'il y a trop de laxisme, qu'on n'écoute pas les Français. Donc la justice est laxiste pour vous, contrairement à ce qu'a affirmé Didier Migaud. C'est notre système qui est laxiste. Il faut remettre de l'autorité à tous les niveaux. Il faut écouter les Français. Il faut du bon sens. Combien on a eu Lola? On a aujourd'hui Philippine. Quel prénom demain? Vous savez, on a des centaines de milliers d'OQTF qui ne sont pas exécutés. On a des centres de rétention, il n'y a que 1800 places pour 700 à 800 000 clandestins dans notre pays. C'est tout notre système qui est laxiste, dites-vous. Éric Ciotti, merci d'être venu à ce micro. Président et fondateur donc du groupe Union des droites pour la République à l'Assemblée nationale et député du parti des Alpes-Maritimes et du parti. 8h53 sur RMC BFM TV.